Alors bonjour tout le monde et merci d'être venu. Nous sommes ici pour le séminaire qui, je vous rappelle, prend la suite du séminaire Identité organisé par notre cher collègue Sue Ryan. Donc, voilà, nous nous inscrivons dans la dynamique qu'elle a su instaurer et nous lui rendons hommage par ce séminaire qui a choisi, nous avons choisi une thématique un peu différente, c'est culture et territoire du 19e au 21e siècle, avec le désir de faire, d'organiser une rencontre au moins une fois par mois, donc une rencontre informelle. Alors, notre première séance, le premier séminaire, c'est avec Laurent Vidal, que vous connaissez, professeur d'histoire, qui travaille sur le Brésil, et qui a voulu nous parler des rapports entre histoire et littérature. Alors, pour que ce séminaire soit un petit peu moins formel, nous avons souhaité le faire sous forme de questions. Voilà, donc on va faire un jeu de questions et de réponses. Alors, tout le monde connaît ici Laurent Vidal, mais juste au cas où, il est auteur de plusieurs livres, dont Brasilia, Mazagan, la ville qui traversa l'Atlantique également, deuxième ouvrage. Il a aussi publié Les larmes de Rio. Et il s'intéresse au Brésil et aussi, plus récemment, au rapport entre histoire et littérature. Alors, je vais commencer. Laurent, ton premier mémoire en histoire s'appuie sur une œuvre littéraire. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as travaillé en historien un roman? Oui. Bon, tout d'abord, merci. Merci pour l'invitation. Merci également. Enfin, c'est vraiment un honneur de participer à ce premier séminaire qui prend la succession des fameux séminaires identité. Et je mesure toute la responsabilité qui pèse un peu sur nos épaules au moment de démarrer. Alors, c'est vrai que je tiens aussi un peu à expliquer pourquoi on a voulu faire ça sous la forme d'un dialogue. Michaela me dit, si on fait une conférence, finalement, ça ne changera pas par rapport à ce qu'on fait d'habitude, autant que ça soit un peu plus animé. Et il se trouve qu'avec Michaela, on travaille en commun dans un certain nombre de programmes et dans lequel ce dialogue entre... Alors, elle, c'est littérature et histoire, et moi, c'est histoire et littérature. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est bien le rapport histoire et littérature, donc c'est du point de vue de ma pratique d'historien que je vais montrer un petit peu comment je travaille avec la littérature. Et c'est vrai que mon premier mémoire en histoire, j'étais donc en maîtrise d'histoire, j'en avais fait un avant sur la guerre d'Espagne quand j'étais à Sciences Po, mais ça, c'est pas... un peu différent, mais je voulais travailler sur le Brésil. Et ne parlant pas et ne lisant pas le portugais, la meilleure manière pour moi d'accéder à, disons, des sources à partir desquelles construire mon travail d'historien, eh bien, ça a été la littérature. J'avoue que j'avais cherché des archives en français sur le Brésil, mais j'ai pas trouvé. Et puis un jour, j'étais à Grenoble à l'époque, et ça, je me souviens très très bien. C'était à la fin de ma licence. J'entre à la FNAC. La FNAC, il y avait quelques romans brésiliens. Jorge Amado, l'écrivain brésilien le plus traduit en français. Et il y avait dans la collection Messidor un roman qui s'appelle Les chemins de la faim, qui a eu une grande... c'est le roman, c'est le deuxième roman de Jorge Amado le plus traduit dans le monde, de près de 30 traductions. C'est peut-être pas le roman le plus important de Jorge Amado, d'autant qu'il est dans une époque... c'est un roman qui appartient au cycle du réalisme socialiste. C'est un militant communiste. Il le publie en 1946 et il est député du Parti communiste au moment où il écrit. Alors, ce roman, on sent évidemment toute la marque de ce réalisme socialiste, un roman pédagogique qui met en scène l'exode d'une famille de paysans sans terre qui est chassée donc de la région où elle était, du nord-est, et qui part
vers... alors qui part vers où? Ben justement, tout le roman, c'est cela. C'est la famille qui va se disloquer tout au long de l'Exode. Alors l'objectif essentiel, c'est d'aller à San Paulo, mais au fur et à mesure de l'Exode, eh bien, il y a un fils qui va s'engager auprès de d'un groupe qu'on appellerait des bandits d'honneur, si vous voulez. Un autre, une grand-mère qui va suivre un mouvement millénariste. On va avoir une jeune fille qui va se prostituer pour que ses parents puissent continuer le voyage pour acheter un billet de train. Enfin, et petit à petit, la famille se disloque et arrivé à San Paulo, il n'y a plus que le père, la mère et un petit enfant. Donc c'était pour moi la découverte de ce roman. Et en plus, ce roman... Aujourd'hui, je peux le dire, ça a été très important. Je l'ai lu à Istanbul. Alors moi qui arrivais d'Ardèche, qui connaissait donc un département rural, qui a étudié à Grenoble, c'est la première fois en étant à Istanbul que j'étais dans une ville et, qui était un carrefour culturel. Et on le sent très bien quand on est à Istanbul, c'est cette confluence culturelle. J'avais l'impression que je sais pas, tout vibrait en moi, et c'est à ce moment-là que je lis ce roman de Jorge Amado, qui encore une fois n'est pas le roman caractéristique de la littérature brésilienne, mais je sais pas, j'étais dans un état d'esprit tel que ce roman m'a emporté très clairement. Et lorsque je suis revenu, je me suis dit, voilà, c'est sur ce roman que je vais travailler. Alors, c'est pas à proprement parler un roman historique, puisque l'histoire n'est pas datée, mais elle se passe plus ou moins dans les années 1930, donc il est contemporain de Jorge Amado, de l'époque où il l'écrit. Jorge Amado, lorsqu'il écrit ce roman, il a été très marqué par la lecture de voilà que le nom m'échappe, de l'écrivain américain, lui aussi communiste, qui a fait sur cette famille de paysans de l'Oklahoma et qui va vers voilà, les raisins de la colère. Et il a fait comme Steinbeck, c'est-à-dire qu'il est allé sur place, il a visité des camps de migrants, il a visité, il a mené une enquête véritable. Et donc, dans un premier temps, c'est véritablement à partir de ce roman que j'ai essayé de peindre le Nord-Est, c'est-à-dire cette région de paysans sans terre, puisqu'on n'a pas au Brésil, mais d'ailleurs, et c'est là où c'est comparable avec l'Oklahoma, justement, et l'intérieur des États-Unis, il n'y a pas de petite paysannerie comme on peut la connaître en France. Hein. On a d'immenses propriétés qui sont... qui appartiennent à quelques très grands propriétaires et sur lesquels il y a des métayers. Et du jour au lendemain, si on a besoin de virer les métayers, eh bien, on les vire. Et ce qui est intéressant, c'est que ce roman... les sciences sociales au Brésil, à la fin des années 30, début des années 40, n'ont pas encore investi cette question. Il y a très peu de travaux. On travaille beaucoup sur l'époque coloniale, on travaille beaucoup sur le 19e siècle, mais là, pour le coup, Jorge Amado, c'était pour moi au départ la façon d'entrer sans avoir à lire du portugais, mais je me suis rendu compte que c'était aussi peut-être un témoignage de première main sur ce qu'était cette région dans les années 30, sachant que personne encore n'était allé sur place, personne des sciences sociales. Hein. Donc, on a un vide de connaissances sociales et il apporte, Jorge Amado, quelque chose de nouveau. Et je crois que je me suis amusé récemment à relire ce roman et à refaire une conférence dessus. 20 et quelques années après, j'ai retrouvé en fait les thèmes sur lesquels je travaille toujours, c'est-à-dire le thème du déplacement, le thème de l'attente et le thème du rêve d'une ville, puisque ces gens, ils rêvent
de São Paulo. Et c'est vrai que mon travail sur la ville est beaucoup plus un travail sur l'utopie, le rêve, l'imaginaire. Donc c'était un peu ma façon de l'aborder en maîtrise. Mais je n'avais pas lu beaucoup, je dois l'avouer, sur la théorie littéraire. J'avais un peu réfléchi, enfin, je m'étais un peu informé sur la question du roman historique, et je crois que j'étais à côté de la plaque, je le reconnais, parce que c'était pas un roman historique, et j'avais pas pris la bonne problématique. Mais malgré tout, je crois que voilà, ça tenait la route. Mais donc, encore une fois, c'était vraiment un petit peu... Enfin, c'était d'abord pour essayer de trouver quelque chose en français, puis peu à peu, véritablement, je me suis intéressé aux capacités heuristiques de la littérature. Mais aujourd'hui, est-ce que ton rapport à la littérature se fonde encore autour de la problématique, les problématiques du roman ou du roman comme source? Alors, voilà. Oui et non. Oui et non, parce que je crois qu'après cette première enquête, d'une certaine manière, la littérature ne m'a plus lâché. Mais c'est une sorte de compagnonnage, mais presque un compagnonnage privé, dans le sens où, d'un côté, voulant devenir historien, je me disais, il y a un certain nombre de règles, de procédures, etc. Et quand on est historien, la littérature, c'est considéré comme le domaine de la fable, hein, là où, véritablement, la science ne peut pas avoir de prise. Donc, j'avais laissé ça de côté et je continuais à lire des romans. Puis donc, c'est bien après la thèse, et c'était au moment de la préparation de l'habilitation, on mûrit, on prend... Disons qu'on relativise un petit peu les choses, et d'une certaine manière, j'avais plus à faire la preuve de mes capacités en histoire pour rentrer dans le domaine, puisque j'y étais. Et là, j'ai eu la chance de faire un certain nombre de rencontres qui m'ont amené à réintégrer la littérature dans mon travail d'historien. Et alors, la première rencontre, c'est Jean Duvigneau. D'ailleurs, on a un amphithéâtre, Jean Duvigneau, et c'est vraiment quelque chose de beau. Et Jean Duvigneau m'a fait découvrir notamment Hermann Brohr, l'écrivain de La mort d'Ulysse, des Somnambules, et puis aussi critique littéraire. Nous avons beaucoup discuté évidemment de littérature et d'histoire. Il avait bien connu Chevalier, l'homme qui a écrit sur Paris au XIXe siècle à partir des travaux de Balzac. Hein. Donc on a notamment, par exemple, des dialogues sur Balzac et l'histoire. Et puis, au-delà de Jean Duvigneau, Carlo Ginzburg, lorsque il est venu ici, et c'était pas tellement le Carlo Ginzburg des livres, c'est l'homme rencontré ici. Je me souviens que à l'occasion d'une discussion, quelqu'un lui pose la question: quels sont pour vous les 3 plus importants livres d'histoire? Donc il a cité Marc Bloch, les Rois thaumaturges, il a cité Karl Polanyi, La Grande Transformation, il a cité Marcel Proust, Le Temps retrouvé, le dernier, Le Temps retrouvé. Donc il mettait Marcel Proust comme 3e, enfin il n'y avait peut-être pas de hiérarchie, mais en tout cas il mettait dans les 3. Et voilà, ça a véritablement aussi attiré mon attention. Et puis la dernière, c'est aussi Arlette Farge, et notamment les dialogues qu'elle a avec Pierre Michon ou avec Pascal Quignard. Et ou Alain Corbin aussi, qui évidemment intègre complètement dans son travail sur le 19e siècle les écrivains comme Balzac, etc. Et c'est là que j'ai commencé à réintégrer la littérature dans mon travail. Et alors, pour répondre plus précisément à ta question, aujourd'hui, je vois trois orientations dans le dialogue que j'entretiens avec la littérature. Le premier, c'est je vais chercher dans la littérature des intuitions pour
comme dit Carlo Ginzburg, poser des questions obliques à mes sources. C'est-à-dire aller, par exemple, dans Mazagan, quand j'ai travaillé Mazagan et que je me trouve aux prises avec cette question complexe de l'attente. On a une ville qui est déplacée du Maroc vers l'Amazonie et le déplacement se passe sur une dizaine d'années. Donc on a ce temps d'attente. C'est une temporalité qui n'a pas été travaillée par les historiens. Vers qui je me tourne pour aller chercher véritablement des éléments d'information? Je me tourne vers les écrivains, c'est Dino Buzzati, c'est Julien Gracq, qui ont fait de l'attente le cœur d'un certain nombre de romans. Hein, et Julien Gracq beaucoup plus peut-être que Buzzati. Donc là, je vais chercher chez eux des informations. C'est un peu... et là, c'est là où je retrouve un peu Benjamin quand il dit que les citations sont comme des voleurs de grands chemins. Les citations dans mon travail sont comme des voleurs de grands chemins qui surgissent en armes et dépouillent le promeneur de ses convictions. Bon, je crois que j'ai un rapport un peu prédateur à la littérature. C'est-à-dire, je vais chercher dedans des éléments d'intuition qui ne correspondent pas véritablement à ce que l'écrivain a voulu dire, mais ça correspond à moi, à des questions que je me pose à un moment donné devant mes sources. Je suis face à des phénomènes qui n'ont pas été étudiés par les historiens ou les sciences sociales. Or, les écrivains ont amené des éléments. Donc, ils ont trouvé des éléments qui me permettent peut-être d'avoir d'autres lectures de mes sources. Parce que finalement, l'histoire et le roman partagent peut-être un élément important, et le roman, notamment le roman moderne, c'est que c'est le monde d'en bas qui est mis en scène, c'est pas le monde d'en haut. C'est donc le monde de la prose, c'est le monde de Don Quichotte, où Don Quichotte nous explique qu'une dent, c'est plus important qu'un diamant. Et c'est toute cette attention aux petits détails que l'on va trouver dans la littérature qui fait que moi, en tant qu'historien, je m'y nourris. Et c'est là où se trouve aussi le deuxième dialogue que j'ai aujourd'hui, c'est avec la littérature, c'est la question de ce que Stendhal appelle les petits faits vrais. Les écrivains ont travaillé les anecdotes. Stendhal écrit qu'il aime les petits faits vrais parce qu'ils ont la capacité de rendre présentes les sensations. Ce que j'aime en tant qu'historien, c'est essayer d'aller jusque vers les sensations. C'est-à-dire essayer de décrire même la façon dont les gens peuvent avoir ressenti une émotion, comment, dans Les Larmes de Rio, par exemple, en travaillant sur le dernier jour de Rio comme capitale, je me suis posé la question comment les habitants de Rio ont vécu le départ alors le départ symbolique de la capitale, c'est-à-dire le dernier jour d'une ville qui se vit comme capitale. J'ai essayé d'aller vers ces émotions. Et là, on retrouve, eh bien, mais je le dis maintenant, mais je ne le savais pas à l'époque, Stephen Greenblatt, le théoricien du New Historicism, qui dit que l'anecdote, c'est, je ne traduis pas, il dit en anglais « touch of the real ». C'est-à-dire c'est un élément, c'est un intercesseur, on s'approche de la réalité. Hein. Donc, beaucoup plus que les historiens, les romanciers travaillent les anecdotes, travaillent ces petits faits vrais, travaillent... Quand Balzac, dans Les Illusions perdues, il dit cette grande petite histoire. Voilà. Je pense que là aussi, on a... et moi, en tout cas, j'ai à apprendre de ça. Et comment, surtout, Tolstoï, c'est comment on va articuler l'individuel avec le collectif. Quand il y a le prince André qui tombe blessé à Austerlitz et qui regarde la course des nuages, bon, voilà, il est pris dans le mouvement collectif de la bataille d'Austerlitz, mais
on pointe sur l'émotion à un moment donné du prince André quand il est blessé, et qu'il se dit qu'il a failli perdre ça, finalement, aujourd'hui, c'est-à-dire ne pas voir cette course des nuages. Alors, ça, c'est cet élément, et c'est là, je rappellerai d'ailleurs que c'est dans la littérature que les micro-historiens, que quelqu'un comme Carl Gisborg est allé chercher la notion de micro-histoire. C'est chez Raymond Queneau, dans Les Fleurs Bleues, que Carlo Ginzburg va lui aussi, j'ai noté le dialogue parce que je ne sais pas si vous le connaissez, un dialogue entre le duc d'Auge et l'abbé Birotteau, et le duc d'Auge qui interroge l'abbé Birotteau et lui dit: et cette histoire universelle à propos de laquelle je t'ai il y a bien longtemps interrogé, dis-moi, ce concile de Bâle, est-ce de l'histoire universelle? Oui, de l'histoire universelle en général. Et mes petits canons, de l'histoire générale en particulier. Et le mariage de mes filles, à peine de l'histoire événementielle, de la micro-histoire tout au plus. Et en fait, c'est Italo Calvino et Primo Levi qui en ont parlé à Carlo Ginzburg, et c'est de là qu'ils ont tiré la notion de micro-histoire. Et là aussi, chez ces historiens-là, ils ont puisé dans la littérature une attention la façon de travailler les détails, les anecdotes, etc. Et c'est une façon que l'on n'a pas en histoire. Ce qui fait la micro-histoire, c'est que ce sont des historiens qui sont aussi nourris de littérature et qui vont chercher dans la littérature cela. Et donc, dernier élément pour répondre à cette question, un dernier élément de dialogue, ce sur quoi aujourd'hui je réfléchis aussi dans la littérature, c'est l'écriture du présent. C'est-à-dire comment écrire le présent, l'événement au moment où il se déroule. Alors on a, là c'est par exemple c'est Pierre Bergogneau qui a été pour moi une sorte de guide. Ses travaux sur le présent, ses travaux sur Faulkner. Évidemment, Faulkner, c'est Joyce avec Bloom qui se promène pendant une journée dans Dublin. Et là, lorsque j'ai voulu travailler sur les larmes de Rio, sur un jour dans la vie de Rio, et qui est un jour qui n'est pas si extraordinaire que cela, après tout, c'est juste le dernier jour de Rio comme capitale, ben, je me suis rendu compte d'une chose toute bête, c'est que en histoire, on ne sait pas vraiment définir ce qu'est une journée. Or, si les historiens prétendent avoir compétence sur le temps, qu'est-ce que c'est qu'une journée et une journée ordinaire? Une journée extraordinaire, on le sait. Elle est marquée par un certain nombre d'événements qui vont permettre de l'approcher. Mais une journée ordinaire où les gens se lèvent, vont au travail, mangent à midi près de leur lieu de travail, reviennent, on n'arrive pas à les distinguer les unes des autres. Qui a travaillé sur cette distinction? Encore une fois, les écrivains. Proust, il faut arriver à distinguer la musique particulière de chaque journée. Proust qui dit qu'une journée ne tient pas en 24 heures. Moi, ça a été là une grande découverte lorsque j'ai lu cet élément-là. Et puis, encore une fois, pour raconter le présent, il y a une façon ou en tout cas il y a des expérimentations du côté des écrivains que l'on n'a pas du côté des historiens. Hein. Il y a une mise en scène du présent et je pense qu'on a beaucoup à apprendre de cette mise en scène. Oui, tout à fait. Mais peut-être avant de passer à la question du récit et de la narration, j'aimerais te poser la question de la poésie. Parce que si on peut comprendre la place du roman éventuellement comme source de beaucoup de choses, y compris la micro-histoire, est-ce que la poésie peut aussi intéresser un historien? Ah oui, absolument. Alors, il se trouve que de manière étrange,
j'ai toujours affaire à des poésies dans mes travaux récents. Et je pense que la première fois, c'était avec Mazagan, où j'ai trouvé un immense poème de 78 strophes. Enfin, c'était quelque chose d'assez important. Et je regrette aujourd'hui de ne pas avoir poussé suffisamment l'exploitation de ce travail, mais c'était dans le cadre d'une habilitation à diriger des recherches, et malgré tout, je me dis, ne poussons pas le bouchon trop loin. Mais dans les larmes de Rio, là, alors, j'ai poussé le bouchon très loin, en prenant véritablement la poésie comme source. Il y a un élément important, et je l'ai découvert en lisant les travaux de Predrag Matvejević, qui est un philosophe croate et spécialiste de théorie littéraire, qui a écrit un livre qui s'appelle Poétique de l'événement. Et il a noté que dans chaque grande crise de l'histoire, on observe une profusion de créations poétiques. On n'a jamais écrit autant de poèmes que pendant la Première Guerre mondiale. Et au lendemain de l'abolition de l'esclavage au Brésil, par exemple, dans la semaine qui a suivi l'abolition de l'esclavage, d'innombrables poèmes ont été écrits et distribués dans les rues. C'est-à-dire, dans les rues de Rio, les gens lisaient des poèmes. Et récemment, on vient de publier un livre avec ces poésies. C'est-à-dire que l'événement suscite la création poétique. Et ça, je crois que pour nous, historiens, et moi qui ai essayé notamment dans le cadre des larmes de Rio, de me rapprocher de l'événement avec une sorte de focale, eh bien, la manière de me rapprocher de l'événement, ça a été de voir ce que les poètes avaient à dire de l'événement. Le dernier jour de Rio comme capitale, les plus grands poètes brésiliens publiaient dans la presse. Tous ont pris la peine de publier dans la presse. Donc nous sommes en 1960, ça ne se faisait plus en France presque. Mais donc ils ont publié des poèmes. Et ce sont eux qui étaient au plus proche des sensations, des émotions. Alors évidemment, on dit toujours en histoire qu'un événement, on ne peut le comprendre qu'à posteriori. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir ce qu'on peut en ressentir. Pas le comprendre, mais en ressentir. Et qui ressent l'événement au plus proche, et en tout cas qui essaie de formaliser des sensations, ce sont les poètes. C'est ce que j'avais dit, que les poètes essaient de coudre de mots inachevés. Donc on est face à une situation qui n'a pas de sens, hein. Ce n'est pas l'absurde, mais elle n'a pas de sens. On a du mal à saisir quelles vont être les implications, etc. Mais malgré tout, là-dedans, je crois que la poésie, c'est ce que dit Bergogneau, la poésie, c'est un reflet intelligible de ce qui nous échappe quand ça se présente. Voilà. Reflet intelligible de ce qui nous échappe quand ça se présente. Bien, oui, véritablement, j'ai appelé ça, moi aussi, j'ai une partie que j'ai appelée poétique de l'événement, pour se rapprocher de l'événement le plus possible. Je crois que la poésie est un élément. Alors je sais bien que du côté de la critique littéraire, la poésie de circonstance est considérée comme mineure, hein. Mais pour nous historiens, qui avons du mal parfois à trouver les paroles, notamment des personnes les plus humbles, il y a ce qu'appelle Jacques Rancière une poésie du humble, qui est peut-être la seule façon que l'on a de connaître ou de s'approcher, hein, de la connaissance des sentiments des personnes auxquelles on ne donne jamais la parole, hein, et dont les archives n'enregistrent jamais les émotions, etc. Voilà pour la poésie. Merci. Alors, je vais maintenant poser un ensemble de questions sur le récit et la narration. Alors, première question, est-ce que l'historien choisit son récit? Ah, choisit son récit. Oui. Oui, absolument. Et comment dire? Il faut qu'il ait conscience qu'il choisit son récit. Le récit ne s'impose pas à l'historien, c'est l'historien qui impose son récit. Et bien souvent, dans
dans l'écriture la plus communément pratiquée de l'histoire, la position de l'historien, c'est la position distanciée. Donc, moi, ce que j'appelle une position surplombante, où on raconte l'histoire. On raconte, on écrit quelque chose, soit qui se passe, soit on donne une explication, etc. Alors, ça paraît tellement neutre qu'on se dit que le récit s'est imposé à l'historien. Mais c'est pas du tout neutre. C'est une position qui est pour moi une position surplombante, c'est presque la position du démiurge, hein, de celui qui sait et qui énonce les choses telles qu'elles se sont passées. Dès lors que l'on prend conscience que, et ça a été le pavé dans la mare qu'a un peu jeté Jacques Rancière avec la poétique du savoir, hein, quand il a écrit ce bouquin, dès qu'on prend conscience que ceci est une position, mais qu'une autre position est possible, je crois que les historiens vont avancer. Et notamment quand... c'est encore une fois la micro-histoire qui dit mais on peut écrire l'histoire d'un autre point de vue. C'est-à-dire qu'en se mettant au ras du sol, hein, en se mettant au milieu des choses quand elles se passent et quand on ne les comprend pas. C'est un autre récit possible. Prendre conscience de ce choix, du fait que même quand on prend l'attitude la plus classique, qui est celle de distancier, où l'historien essaie de s'effacer même, hein, il n'écrit jamais je, il utilise une sorte de nous, et encore évite même d'apparaître dans l'écriture de son travail, eh bien, c'est un choix. Cela relève d'un choix. Et cela cache bien souvent la position du démiurge. Et donc, moi, mon choix de récit est différent. C'est plus même de me mettre en scène comme historien, avec mes doutes, mes questions, pour essayer d'avancer. Alors, ça veut dire que pour toi, la technique narrative a une importance. Ah ben oui. Une importance particulière. Ah oui. Et c'est encore là que on retrouve évidemment le dialogue avec les écrivains. Mais ça a été toute... comment dire, c'est ce que dit Paul Venn, l'histoire est un roman vrai. Hein, l'histoire est un roman vrai, donc on a bien une technique narrative. Ça a été le fameux débat du linguistic turn, ça a été le Paul Ricoeur sur temps et récit. Encore une fois, prendre conscience que finalement la fiction et l'écriture historienne relèvent de la même classe finalement d'écriture, je crois que c'est important. Ça relève d'une écriture, hein, avec des techniques auxquelles on recourt. Lorsque les historiens écrivent que par exemple, le XVIIIe siècle a vu la montée de la bourgeoisie. Bon, le XVIIIe siècle, il n'a rien vu, il n'a pas d'œil, hein, il ne peut pas voir. La montée de la bourgeoisie, elle ne monte pas. Ou alors, si elle monte, c'est sur une montagne, c'est sur une échelle, mais elle ne veut pas monter. Donc là, c'est une phrase classique qu'on trouvera dans beaucoup de manuels du XVIIIe siècle. Et c'est une phrase qui utilise quoi? Des métaphores. Elle utilise des métaphores, c'est-à-dire elle utilise les techniques des romanciers. Donc, oui, il y a un recours à la technique narrative, mais en prendre conscience, c'est essayer de progresser pour se dire, est-ce qu'il y a une narration propre à l'historien? Voilà. Et ça, c'est aussi une autre question. Je pense que c'est possible de trouver une narration propre à l'historien, dans le sens où l'historien et l'écrivain n'ont pas les mêmes intentions, n'ont pas les mêmes enjeux. Alors, ils puisent dans un ensemble donc, de ressources qui sont à leur disposition, notamment les techniques de narration, mais
L'historien, lui, son travail, il va être ensuite soumis à la critique eh bien, de la communauté historienne. Hein, et il doit être vérifiable, il y a tout un ensemble de procédures auxquelles son travail va être soumis, tandis que le romancier, c'est autre chose. Il n'y a pas la communauté des romanciers qui va dire ce travail est recevable ou n'est pas recevable. Donc, mais il n'empêche qu'on a évidemment ce recours aux techniques de narration. Alors, tu as évoqué les différents points de vue, au ras du sol, distancié, etc. Mais comment penser une hiérarchie des événements pour l'historien, pour toi? Bon, alors, hiérarchie, moi, j'aime pas trop ce mot, dans le sens où ça nous ramène un peu, en tout cas du côté de l'histoire, à l'histoire positiviste, hein, qui considérait que un événement politique était plus important qu'un événement d'ordre familial, etc., etc. Donc là, il y avait a priori une hiérarchie des événements qui semblaient être, oui, qui étaient donnés a priori. Pour moi, il n'y a pas de hiérarchie a priori. En revanche, en fonction du sujet et en fonction de nos interrogations, il va falloir montrer comment des événements vont s'articuler entre eux, comment ils vont dialoguer entre eux, comment les uns vont avoir peut-être plus d'influence que les autres. Mais là, tout va dépendre justement du point de vue où on se situe, des questions que l'on va poser. Je crois que notre travail, c'est pas d'aboutir à une hiérarchie d'événements, mais c'est de montrer comment une situation se trouve prise dans un tissu d'influence, d'articulation assez dense, hein, et montrer comment tout ça peut fonctionner. Oui, mais alors, avec la fin du grand récit diagnostiqué par Jean-François Lyotard et confirmé par d'autres, est-ce qu'on peut encore donner un sens à l'histoire? Est-ce qu'on peut fixer à l'histoire un sens? J'avoue que je ne sais pas si on peut fixer un sens à l'histoire. Il y a deux belles définitions de l'histoire. Il y a celle de Marc Bloch qui dit que l'histoire, c'est la science du changement dans le temps. Et la deuxième, qui est celle de Carlo Ginzburg et Carlo Poni, qui dit c'est la science du vécu. Et là-dedans, il n'y a pas le mot sens. C'est-à-dire que je ne pense pas que l'historien soit là pour essayer de trouver un sens à quelque chose. Alors oui, on a eu les grands récits, évidemment, qui étaient liés à l'approche marxiste, à l'approche structuraliste. Alors, est-ce qu'aujourd'hui c'est encore envisageable? On peut envisager des grands récits, mais je crois à d'autres échelles, et je pense à des échelles plus réduites. Aujourd'hui, on a tout le courant qu'on appelle de l'histoire globale, mais plus particulièrement de l'histoire connectée. L'enjeu étant de montrer comment un événement, comme par exemple Serge Grzinski a écrit un livre qui s'appelle « Quelle heure est-il là-bas ?», qui montre comment les Turcs vont, et il a découvert un document, les Turcs début XVIe siècle, qui ne sont absolument pas engagés dans la découverte des Amériques, etc. Mais ce document raconte ce qu'est l'Amérique, le Nouveau Monde. Donc on peut essayer de montrer que des événements comme celui-là ont des répercussions qui vont beaucoup plus loin que ceux que l'on pouvait imaginer. Mais de là à construire un grand récit, je dirais qu'il faut avoir beaucoup de prétentions et non
notamment ces grands récits, aujourd'hui, on peut tout à fait leur opposer le fait que ça relevait d'une lecture occidentale, hein, qui était portée sur l'histoire et sur le sens de l'histoire. Ça, c'est le premier élément. Et puis, que justement, il s'intégrer dans une lecture un petit peu positiviste de l'histoire, où l'histoire était considérée comme une sorte de succession, d'emboîtement, de savoir, hein, qui au bout d'un moment allait donner une image de ce qu'a été le passé. Et je crois que, l'approche positiviste, elle est encore présente, mais enfin, on est petit à petit quand même en train de lui régler son compte. Et puis, deuxièmement, avec tout le courant des post-colonial studies, on a essayé de remettre l'approche occidentale parmi d'autres lectures possibles des événements. C'est pour ça que là-dedans, tenir un grand récit, aujourd'hui, ça me paraît un peu complexe. Mais est-ce que nous ne gardons pas aujourd'hui encore un lien entre pouvoir et écriture des événements? Alors là, bon, je pense au début du poème de John Montagu, le poète irlandais, qui dit « Lines of history, lines of power ». Alors, comment est-ce que l'historien peut, dépasser cette aporie, et si oui, comment? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la position de l'historien démiurge, c'est-à-dire que lorsque l'historien prend cette position distanciée, il s'attribue un pouvoir, hein, qui est celui de raconter ce qui s'est passé. Et je ne sais pas si on peut le dépasser. De toute façon, Michelet, quand il parle de l'historien et qu'il se dit qu'il est administrateur des âmes des morts, eh bien, il s'attribue ce pouvoir, celui d'aller déterrer les morts pour leur redonner une seconde vie. Donc il y a dans la position même de l'historien je crois, ce pouvoir d'aller dans les cimetières du temps, d'aller chercher des oubliés, les sortir des fameuses oubliettes, leur redonner vie. Ça, c'est un premier pouvoir, mais voilà, presque du démiurge. Et puis, le deuxième pouvoir, c'est le pouvoir que l'écriture lui attribue. Mais du coup, il n'a pas plus de pouvoir qu'un autre écrivain. C'est-à-dire que l'écrivain aussi s'attribue du pouvoir au moment où il va écrire. Donc là, pour le coup, il n'y aurait pas quelque chose de spécifique à l'historien. Mais c'est le fait de passer par l'écriture qui va lui octroyer du pouvoir. Alors, je vais maintenant te poser quelques questions autour de la question des archives et des faits historiques. Et je me permets de commencer avec une citation d'un roman que tu connais, je sais, que tu aimes beaucoup, je pense. C'est le roman de Joseph O'Connor, The Star of the Sea, l'étoile de la mer, qui évoque justement, qui met en scène une fabrication d'archives, ou qui évoque la fabrication des archives. Alors, c'est un personnage qui tente d'écrire une ballade et sa description évoque le processus de la création. Il évoque a butterfly of words that might escape, donc littéralement un papillon de mots qui pourrait s'échapper. Il conclut les faits ne comptent pas, voilà le secret. The facts do not matter, that was the secret. Alors, qu'en penses-tu? Que penser de cette fabrication finalement, de cette mise en scène d'une fabrication de l'archive? Il touche du doigt ce qui est le quotidien de notre travail d'historien. Dans le travail de l'historien commence toujours par un certain nombre de procédures dont je parlais tout à l'heure, et l'une d'entre elles s'appelle l'invention des sources. Les sources ne préexistent pas à l'historien. C'est l'historien qui va véritablement inventer ses sources à partir des questions
qu'il va poser. C'est pour ça que on peut les fabriquer ou les inventer. Enfin, pour moi, c'est la même chose. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va faire des faux, hein, mais ça veut dire qu'on va aller chercher dans les archives des éléments de réponse aux questions qu'on se pose. Donc, c'est pour ça que des fois j'ai quand même du mal quand les archivistes disent il y a un travail à faire parce qu'on a fait rentrer tout ce dépôt d'archives. Mais un dépôt d'archives, c'est rien. Enfin, c'est rien s'il n'y a pas les questions qui le précèdent. Donc, l'invention des archives, ça part. C'est-à-dire qu'on remet bien l'historien comme metteur en scène. C'est lui qui est le premier, ce ne sont pas les archives qui importent. Il va construire tout un questionnement, parce que face au même dépôt d'archives, eh bien, deux historiens vont avoir deux utilisations différentes. Hein. Ils vont en mettre... les uns peuvent s'intéresser, je ne sais pas moi... je sais pas, des éléments... Là, par exemple, travaillant sur la migration, les uns peuvent s'intéresser à des éléments techniques qu'on va trouver dans des archives sur l'organisation des bateaux de transport. Les autres, sur les mêmes archives, vont trouver des informations sur... je sais pas, moi, ça peut être les réflexions qu'il y a tout au long. Enfin, on va trouver tout un ensemble. Ou sur les entreprises et les capitaux qui sont engagés dans... Donc, ça veut bien dire que ce qui importe, c'est l'historien. C'est l'historien qui va poser ces questions. Alors, d'une certaine manière, les faits ne comptent pas, voilà le secret. Je vois très bien, alors je ne sais pas si je le formulerai comme ça, mais disons que je ne suis pas en désaccord, hein, je formulerai ainsi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... les faits ne prennent sens que sous le questionnement de l'historien. Et donc il compte, bien entendu, hein, mais c'est pas un monolithe, c'est pas un massif des Alpes, un fait. C'est-à-dire qu'un fait, il va être soumis à un faisceau de questions. Et chaque historien va apporter son faisceau de questions autour de ce fait. Et il va le construire lui-même. Chacun va apporter sa petite pierre avec sa question. Et ce qui fait que deux historiens face à, que ce soit là tout à l'heure ce matin sur France Culture, il y avait une émission sur la Première Guerre mondiale. Voilà, sur la Première Guerre mondiale, là c'est massif, hein, véritablement. Enfin, il y a des brouilles d'historiens, justement, parce que les historiens ne construisent pas le fait Première Guerre mondiale de la même manière. Donc, voilà un élément. Je ne dirais pas qu'il ne compte pas, hein, mais en revanche, il se construit lui aussi. Comme les archives s'inventent, le fait se construit. Et ça renvoie bien au travail de l'historien qui est metteur en scène de son propre travail. Alors, indirectement, on a commencé à poser la question du mensonge de l'archive, de la possibilité du mensonge de l'archive. Alors là, j'aimerais donc citer un dramaturge irlandais qui s'appelle Brian Friel et qui dit que ce n'est pas le passé véridique ou les faits de l'histoire qui nous forment, mais des images du passé incarnées dans la langue. Alors, qu'en penses-tu? Oui, alors là, bon, on touche au débat. Enfin, il y a deux débats ici. Le fameux effet de réel qu'on renvoie à Barthes, ici, qui, alors là, qui est un débat, si je peux l'avouer, je ne me sens pas compétent et j'oserais dire que je crois qu'il me paraît tellement stérile pour nous, moi, historiens, que je n'ai pas envie de me lancer dans cette discussion, mais on s'approche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de m'approcher de la réalité, et même le faux permet de s'approcher de la réalité. Carlo Ginzburg dit on peut construire la vérité sur des fables, et donc même un faux est porteur d'informations pour nous historiens. C'est pas une fois qu'on a dit que tel document était un faux, hein, que ça avait été une construction. Ce faux-là, on peut toujours essayer d'en retirer un certain nombre d'informations,
pourquoi, qui a mis en place, etc. Mais mieux que ça, même, qu'est-ce qu'il nous dit de la façon que les gens avaient de penser, donc il y a ce travail, sur le faux. Alors, je l'ai peut-être pas entendu. Disons que il y a peut-être plusieurs façons d'entendre, et je ne suis pas sûr de l'entendre comme il faut, cette citation. Mais des images du passé incarnées dans la langue, ça renvoie à ça, mais ça peut renvoyer aussi, eh bien, à ce qui nous forme, à savoir la mémoire. Et je crois que c'est le rapport entre histoire et mémoire qui est aussi l'enjeu. C'est-à-dire que nous sommes dépositaires d'un certain nombre de mémoires. Il y a eu tout le travail sur les lieux de mémoire, sur cette notion qui est un rapport particulier à l'histoire, mais qui n'est pas à proprement parler l'histoire. La mémoire étant constamment redéfinie par les sociétés. Mais là, j'avoue, je ne sais pas, peut-être que toi, tu as une autre interprétation que la mienne. Ça renvoie directement à au fameux effet de réel de Barthes, cette réponse. Enfin, la citation, je pense que tu as évoqué tout à l'heure l'émotion de l'instant. Ouais. Je pense que là, ce qu'évoque Brian Fries, c'est que notre rapport au passé, c'est aussi un rapport qui n'est pas tout à fait rationnel. Qui est un rapport émotif, oui. Tout à fait émotif. Émotif, bien sûr. Je rappelle, par exemple, il y a eu un très beau titre sur la France de Vichy, un passé qui ne passe pas. C'est-à-dire que voilà, on a un rapport émotif au passé, c'est-à-dire que le passé est sans cesse réinventé. Le passé n'est pas figé, il est sans cesse réinventé au fur et à mesure des décennies, au fur et à mesure des sociétés, des problématiques culturelles, parce que à tel moment, eh bien, tel aspect va petit à petit être passé sous silence, et puis soudain ressurgir une dizaine d'années ou un siècle plus tard. Voilà, tel élément qui ne préoccupait absolument pas va devenir quelque chose presque même d'obsessionnel. Donc on se rend compte aussi que et ça, il y a eu des travaux d'historiens là-dessus, sur le fait que, sur le rapport à l'oubli, parfois on oublie, parfois les sociétés ont besoin d'oublier pour pouvoir avancer. On a le cas, là, il y a Diego et Karina, le Brésil, l'Argentine sortent de la dictature comme l'Afrique du Sud sort de l'apartheid en disant, voilà, on ne parle pas de l'apartheid ni de la dictature. Ça devient, et donc ça c'est la sortie des dictatures, c'est le début de la démocratie dans les années 80. On ne sort de l'apartheid, on ne sort de l'apartheid qu'en disant on oublie, mais on oublie pour un temps. C'est-à-dire que là, la cocotte est en train d'exploser un peu partout. D'où ce passé qui est sans cesse réinventé. Parfois, les sociétés ont besoin d'oublier pour pouvoir avancer. Il est évident que s'il avait fallu, que ce soit l'Afrique du Sud, que ce soit le Brésil, l'Argentine, régler d'emblée les comptes de ce qui venait de se passer, je pense que ces sociétés entraient dans une forme de guerre civile. Donc c'est une façon d'éviter la guerre civile. Il y a eu tout un ensemble de travaux là-dessus. J'oublie le nom de cette historienne spécialiste de la Grèce qui est décédée, mais qui a travaillé elle aussi sur l'oubli. Romilly, non, pas. Non, une historienne, Nicole Leroux. Nicole Leroux a travaillé sur l'oubli. L'oubli, notamment après une guerre civile à Athènes, et Périclès demande aux Athéniens d'oublier ce qui vient de se passer pour pouvoir aller de l'avant. Donc là, c'est l'oubli décrété. Mais on le décrète, et oui, dans l'histoire, on a
à certains moments, on observe des décrets d'oubli. Hein, on n'en parlera pas. Et ces décrets même vont assez loin, puisque c'est codifié dans des lois. Hein. On ne pourra pas mener des procès contre les dictateurs, etc., parce qu'eux-mêmes codifient tout ça dans des lois. Ce rapport à l'oubli est un rapport, je crois, qui est assez important. Et tu évoquais aussi, donc, par rapport à l'émotion, est-ce que, enfin, dans les héros de l'histoire de France, expliquait mon fils, Alain Corbin, justement, évoque l'historicité des ressorts de l'imagination. Alors, peut-on dire que tout est historique, même l'émotion? Et je sais qu'on ne sera pas d'accord, mais je vais dire oui. Mais à nouveau, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure sur le monde d'en haut et le monde d'en bas, nous, historiens, nous travaillons sur le monde d'en bas, le monde du quotidien. Et... Non. Attends. Et bien sûr, puisque j'ai dit que c'est la littérature, le monde de la prose, c'est ça. Mais tout notre travail en tant qu'historien, c'est de trouver et notamment quelqu'un comme Alain Corbin, qui travaille sur la question des émotions et des sensibilités, c'est de montrer des inflexions dans le temps, comment un sentiment va apparaître, comment un sentiment va disparaître, montrer que donc il y a une généalogie, hein, des sensations, des sentiments. Cette généalogie, elle est fondée sur des réalités historiques et sociales. Donc il y a des seuils de tolérance qui fondent les divisions sociales dans le temps. Alors les seuils de tolérance à la douleur au XVIIIe siècle eh bien, font que, ou en tout cas lui, tout son travail à lui a été par exemple de montrer que au cours du XIXe siècle, les larmes passent du domaine public vers le domaine privé. Hein. C'est-à-dire que les larmes qui faisaient partie de la vie publique et qui se montraient, on pouvait pleurer, le roi pouvait pleurer, etc. Au XIXe siècle, cela devient du domaine privé. C'est-à-dire que cela n'entre plus dans la vie, dans la vie publique. Et donc oui, notre travail d'historien étant de mettre en évidence ces inflexions dans le temps, ces inflexions, ces rapports à l'émotion. Tout le travail d'Alain Corbin est de travailler sur, par exemple, quand il découvre que le mot putain signifie celle qui pue. Hein. Donc, et là, il découvre derrière tout le discours caché et toute la façon dont l'odorat va créer entre le XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle, des logiques sociales, des logiques de distinction sociale. Donc, se parfumer pour sentir bon, ce qui pue, c'est l'ouvrier ou la putain. Hein. Donc, voilà, là, par rapport à l'odorat, on a des logiques sociales qui apparaissent et véritablement l'odorat devient un élément, l'odeur devient un élément de distinction sociale au cours du 19e siècle, là aussi. Donc, oui, l'émotion, mais je sais bien que toi, tu envisages, mais tu envisages l'homme dans son essence. Et moi, je dirais que les historiens, nous travaillons sur l'homme dans son existence. Et les deux ne sont pas incompatibles, mais nous n'allons pas travailler sur l'essence de l'homme, parce que là, ça ne relève pas de nos compétences. Oui, je pense que oui, il y a la réception sociale des émotions qui est une chose, et puis le vécu intime qui en est d'autre. Et on peut dire que dans un sens, les émotions sont historiques, dans l'autre, c'est plus discutable. Bon, bref, on en a déjà parlé. Alors, faut-il repenser l'histoire dans le contexte de l'histoire globalisée? Parce que, voilà, désormais... Alors, bon, là, moi, je ne me sens plus...
je n'ai pas trop de compétences pour répondre à cette question, dans le sens où ne, je ne participe pas de ce courant qu'on appelle la Global History, de la Connected History, mais c'est le titre de ce que tu viens de poser comme question, c'est plus ou moins le titre d'un article récent de Serge Brzezinski qui dit, voilà, on ne peut plus, on a écrit l'histoire telle qu'on l'a écrite jusqu'alors, c'était l'histoire qui était liée à la problématique de la révolution industrielle, qui était marquée par l'expansion de l'Occident vers les périphéries, du coup, hein, et tous les autres pays étaient des périphéries. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette logique d'une mondialisation qui partirait de l'Europe et encore d'une partie de l'Europe vers le reste du monde. On est dans une logique d'histoire, pas que d'histoire d'ailleurs, de monde globalisé où on observe des phénomènes instantanés, connectés, etc. Il faut repenser l'écriture de l'histoire. Alors, je peux dire qu'il y a un certain nombre d'historiens qui se sont lancés cela comme défi. Moi, j'en fais pas partie, mais on ne peut pas appartenir à tout. Mais il y a une question qui est en train de se poser parmi les historiens. Alors, on trouve beaucoup ça, c'est pas compliqué, on va trouver ça en Inde, aux États-Unis, mais parmi les historiens des États-Unis qui vont lancer, on a beaucoup d'Indiens, de Pakistanais. Enfin, c'est vraiment, la Global History, elle vient d'Inde, en fait, essentiellement. et on a les historiens américains, ce sont ou Indiens ou Pakistanais qui sont liés à ces questions. Donc c'est une autre lecture. Je ne participe pas de ce mouvement, mais je peux dire qu'il existe. Alors, pour conclure, pour moi, mais après on peut peut-être ouvrir à d'autres questions. 2 questions pour revenir sur les rapports entre histoire et littérature. D'abord, est-ce que cette entrée par la littérature a marqué ton approche de l'histoire? Ah oui. Oui. Étrangement, un historien, d'abord, il va dans les archives, etc. Et c'est vrai que moi, d'abord, mes premières archives, ça a été ce roman de Georges Amade. Donc, je ne suis pas allé dans les archives. Et je pense que oui, ma lecture des archives, puisque maintenant je les fréquente et plus qu'assidûment, ma lecture, mon rapport aux archives est marqué par ce rapport premier à la littérature. Et alors, d'une part, pour un petit peu relativiser ce qui peut relever là aussi d'une sorte de hiérarchie jamais véritablement dite, mais qui est là, en disant que pour être historien, il faut travailler dans les archives. Bon, alors du coup, moi j'ai été historien sans travailler dans les archives, donc déjà je partais mal. Et ça permet un petit peu de relativiser en disant que tout peut être source pour l'historien. La littérature comme autre chose, comme le disait Lucien Febvre, l'historien fait son miel de tout, hein, et pas seulement de ce que l'on trouve dans les archives, cette institution canonique, etc. Donc oui, ça a marqué mon approche, mais surtout, je crois que ça m'a permis de ne pas entrer dans les archives en étant soit écrasé par le poids de ces informations et de ce savoir qui était là, ou fasciné. Alors, j'ai un plaisir, comme dit Arlette Farge, le goût de l'archive, je crois, le goût de l'archive, mais l'entrée par la littérature me permet de maltraiter les archives et maltraiter les sources que je trouve dans les archives, c'est-à-dire de les soumettre à des questions un peu inattendues, etc. Et ces questions que je trouve dans la littérature qui me permet de les soumettre à un questionnaire un peu différent. Alors, dernière question pour moi. Comment redéfinir aujourd'hui les rapports histoire-littérature? Bon, alors ça, c'est une très vaste question parce que récemment, des romanciers se sont aventurés sur le terrain de l'histoire, mais beaucoup plus que s'aventurer sur le terrain de l'histoire, c'est-à-dire qu'ils ont emprunté aux historiens ce qui fait leur spécificité, à savoir les techniques historiennes, à savoir
on va travailler dans les archives, on cite des sources, on voit apparaître des notes de bas de page dans des romans. Les Bienveillantes de Jonathan Little, il a osé, ce romancier, s'attaquer à la Seconde Guerre mondiale et à mettre en scène un personnage fictif, un officier, mais qui va raconter son travail, enfin oui, son travail, ce qu'était sa vie, et pénétrer, alors là, pour le coup, là où les historiens, jusqu'où les historiens n'avaient pas réussi à aller. Hein, c'est-à-dire que là, les écrivains nous disent, ben voilà, on peut aller encore plus loin. Donc, on a, je dirais, une double fascination. Il y a la fascination des écrivains pour les techniques de l'histoire, notamment Joseph O'Connor que tu as cité tout à l'heure. Il va dans les archives, il construit son roman à partir d'une connaissance exhaustive des archives. Alors, Marguerite Yourcenar, Pascal Quignard, c'est fantastique ce qu'écrit Pascal Quignard. Pascal Quignard, il a tout lu sur Rome. Il connaît mieux que, j'imagine, le nombre d'historiens spécialistes de Rome ce qu'est la vie. Donc, et là, on assiste presque à une sorte de brouillage des frontières entre historiens et romanciers, mais allons plus loin, puisque les historiens, eux aussi, sont fascinés par la littérature, et notamment par la capacité qu'a la littérature à trouver des solutions à des impasses pour les historiens. C'est-à-dire que pour un historien, quand il y a une lacune, un trou, eh bien, on ne peut pas aller plus loin. Je posais hier une chose étonnante, une question étonnante à Bruno. Je suis en train de travailler sur le déplacement d'un groupe de Français qui va vers le Brésil, et j'ai trouvé dans un document d'archives, mais qui ne correspond pas à la navigation de ce bateau-là, le fait que dans les cabines, les couchettes peuvent être disposées soit dans le sens de la longueur du bateau, et donc dans le sens du tangage, soit dans le sens de la largeur, et donc du roulis. Et ce document d'archives que j'ai trouvé de 1855 disait c'est très différent d'être dans le sens du tangage ou du roulis. Moi, ma navigation a lieu en 1841, c'est un bateau qui s'appelle la Caroline qui part du Havre. Je dis, voilà, c'est un brick, un 3-mâts, est-ce qu'on peut savoir si les couchettes étaient dans le sens du tangage ou du roulis? Non. Bon, eh bien, je ne pourrais rien dire là-dessus. Là, l'écrivain, après tout, il se dit, bon, allez, je prends ça 1855, on n'est pas loin, on peut bien le mettre là, après tout, qu'est-ce que ça va faire? Non, mais je n'exagère pas. Ce qu'écrit Quignard dans Albucius, Caius, Albucius, Silus a existé. Ces déclamations aussi. J'ai inventé le nid où je l'ai fourré et où il a pris un peu de tiédeur, de petite vie, de rhumatisme, de salade, de tristesse. Ce fantôme y a peut-être gagné quelques couleurs et plaisirs, et peut-être même de la mort. J'ai aimé ce monde où les romans que son défaut inventent. Eh bien là, nous, on s'arrête. On ne peut pas aller jusque-là. On ne peut pas créer ce petit nid. Et je crois que voilà, c'est là où est notre limite. On ne peut pas aller plus loin. Quand Alain Corbin écrit, alors là, en plus, c'est un peu en préparant ça que je me suis rendu compte qu'il a exactement lu, et c'est un clin d'œil à Quignard, quand il écrit sur Louis-François Pinago. Louis-François Pinago a existé. Donc il commence comme Quignard, hein, exactement de la même manière. Mais lui, il va exister, mais il ne peut pas aller plus loin que ce qu'il y a dans les archives. Donc quand il y a un vide dans les archives, je dirais que c'est un appel d'air dans lequel la dynamique créative de l'écrivain s'engouffre. Quand il y a un vide dans les archives, pour nous, c'est une impasse. Voilà. Merci, Laurent. Alors, est-ce que vous avez des questions? D'autres questions? Moi, c'est pas une question, c'est peut-être une petite remarque. Bon, je te connais un peu, je sais ce que tu dis, j'ai même déménagé ta bibliothèque, donc je vois à peu près ce que tu as comme roman. Je suis content, et c'est vrai que finalement tu
tu n'es pas tombé finalement dans l'écueil du roman historique. Tu en as parlé un petit peu, mais justement, ce qui est intéressant chez toi, et parce que c'est rare chez les historiens, enfin, peu que je connaisse, c'est que tu te sers de la littérature, d'une littérature qui n'est pas une littérature historique, qui n'est pas le roman historique défini par Lukács et autres. Tu vas prendre cette littérature, ce côté sensible, et tu vas l'utiliser, et tu nous l'as bien montré, et ça je suis content que tu en aies parlé, parce que Georges Amado, tu as bien montré que c'était ça, c'était ce côté sensible qui allait te donner une autre vision des choses. Donc, pas du roman historique, mais quelque chose d'autre. Et bon, moi j'ai la même, alors, mais moi plutôt littéraire, mais c'est vrai que ce qui m'a permis de connaître le Brésil, il y a 2 romans magnifiques de Vargas Llosa sur la guerre de la fin du monde, qui montrent cette révolte d'une manière extraordinaire, en inventant un homme qui n'était pas là, et le narrateur est aveugle en plus. À la fin, il devient aveugle, il n'arrive pas à voir la fin de cette ville qui a été détruite par l'armée républicaine brésilienne. Et c'est un roman qui est extraordinaire, je trouve. C'est ce qui donne... Moi, il a lu, comme tu dis, tous les historiens. Hein. Il est allé sur place, il a regardé, tout ça. Mais la façon dont il le fait et dont il organise aussi, parce on parle du temps, mais il y a l'espace. Et l'espace du roman, le romancier a cette capacité que il va mélanger, ça ne va pas être linéaire, il va pouvoir faire des flashbacks, des retours en arrière, inventer, changer les choses qui vont donner une autre épaisseur, alors que peut-être, dans l'histoire, je ne lis pas beaucoup d'historiens, c'est peut-être un peu plus linéaire. Hein. Donc, je trouve que ça, entre autres, Vargas Llosa l'a fait, et un autre, bon, tu n'es pas forcément d'accord avec moi, mais différemment, qui m'a donné une vision du Brésil, c'est l'épopée, alors l'épopée ou la rhapsodie, parce que la rhapsodie, c'est aussi un roman de la formation de la nation, comme l'épopée pouvait l'être aussi. Et c'est Macunaíma de Mario de Andrade qui va donner, dans les années 20, là, ce Brésil extraordinaire. Voilà. Et je trouve qu'il a réussi d'une manière différente, hein, beaucoup plus complexe. Bon. Donc voilà, ça, je voulais dire ça. Et sur la poésie, je suis d'accord avec toi, et je crois que le Portugal et les pays lusophones, entre autres l'Afrique et le Brésil, mais l'Afrique que je connais peut-être un peu mieux, enfin avant en tout cas, la poésie a toujours été, en effet, dans les pays lusophones, pays en tout cas très longtemps analphabètes. Hein, quand les Portugais sont partis en Afrique, ils étaient analphabètes, hein, plus que les Africains, hein, il faut le dire. Et la poésie a toujours été en Afrique et au Brésil, et on retrouve ça encore maintenant dans le Brésil du XXe siècle, avec les repentistas, avec les rappeurs, avec les slameurs, hein, et toute cette littérature qui va se créer dans les favelas, ce goût de la poésie orale et cette poésie populaire qui va permettre de donner aux humbles, comme tu l'as dit, cette culture, mais que tous les Brésiliens connaissent. Je veux dire, tous les Brésiliens connaissent, avec ces fameuses littératures de Cordel, et ces gens qui vont inventer, avec leur guitare, qui vont se répondre, comment on appelle ça en français, il y a un nom, mais bon, je ne sais plus. Des répliques. Hein, oui, ils se donnent la réplique, ils inventent, ils créent des choses, ils font de la littérature, ils inventent sur la place publique, il y a un tel qui arrive, tiens, machin, a des gros yeux, tu sais pas quoi, aujourd'hui, l'autre va lui répondre en rime, ils ne savent pas écrire, mais ils savent le rythme, ils savent, et ils créent comme ça. Et donc, je crois que le monde lusophone, peut-être plus que le monde anglophone, a cette capacité-là de... Voilà, c'est ce que je voulais dire, ce que tu as dit. Okay. Non, mais ce que tu as dit sur Vargas Llosa et sur la linéarité est intéressant parce que je suis en train de commencer à écrire un nouveau livre et j'ai décidé de le commencer au milieu. Et in media res, comme l'épopée. Voilà, pour revenir en arrière et pour après repartir. Parce que là aussi, alors moi, c'est Marguerite Yourcenar là qui m'a influencé, notamment Archives du Nord. Et l'autre, je ne me souviens pas, mais elle a écrit, il y a 2 romans qui sont une sorte d'autobiographie familiale. Hein? Oui, Souvenir pieux, voilà. Et donc, il y en a un, je crois que c'est Archives du Nord, elle part du présent, ou je sais plus, il y en a un elle part du présent et elle va vers le passé, et l'autre, elle part du passé, elle vient vers le présent. Et il y a une personne qui a utilisé ça et qui n'y fait aucune référence, et je trouve que c'est un peu gros, c'est Serge Rusinski dans son Histoire de Mexico. Il part de Mexico aujourd'hui, il descend vers l'arrivée vers Tenochtitlan, et puis il remonte. Hein. Et ça, il y a
qu'un écrivain, enfin très connu, accessible à un Français, c'est Marguerite Yourcenar qui a fait ça. Et c'est vrai que je me suis dit, tiens, ça peut être l'occasion de tester cette technique, et surtout, ça a l'avantage de dire que d'éviter le problème où l'historien se trouve positionné, c'est quoi le début d'une histoire, ça commence où une histoire. Bah là, du coup, en me mettant au milieu et en descendant, etc., j'évite cette position, parce que là aussi, l'historien prend quand même un sacré pouvoir. Hein, se dire, bah, le pouvoir, c'est que l'histoire, elle commence là. Hein. Peut-être que non. Voilà. En tout cas, c'est son choix à lui. Hein. Donc, en descendant, je suis obligé d'expliquer pourquoi je m'arrête où je vais commencer. Enfin, si je me fais comprendre. D'autres questions? Oui, Charles. J'ai trouvé très, très caractéristique que tu te mettes à distance des archives et que tu cites des auteurs qui ont utilisé des documents, parce qu'en réalité, au bout du compte, je pense que la différence entre un écrivain et un historien, peut-être que tu n'en seras pas d'accord, je pense que c'est malgré tout l'usage de documents. Je pense que précisément, si on dit tel auteur il a utilisé des documents, comme on dit toujours pour Flaubert, c'est parce que le plus souvent, malgré tout, les écrivains n'utilisent pas de documents. Ils sont dans la fiction. Et donc c'est par hasard si toi tu préfères plutôt à des écrivains qui justement ont utilisé de la documentation. Donc à mon avis, c'est la différence majeure. Alors par rapport à tout ce que tu as expliqué, c'est-à-dire que c'était très intéressant parce qu'en fait je trouve que tu as très bien montré tous les points de convergence entre la littérature actuelle et l'histoire actuelle, à travers la micro-histoire notamment, évidemment. C'est-à-dire le fait que, par rapport à tout ce que tu as montré sur le ressenti, on passe finalement d'une connaissance de l'objet à une connaissance du sujet, et que, par ailleurs, on passe d'une connaissance du passé à une connaissance potentielle du présent, de l'immédiateté, disons. Alors moi, ça me pose quand même une question, voire un problème. C'est qu'effectivement, donc, tu ne t'es pas aventuré sur le chemin dangereux du roman historique, comme disait Rémi, parce que le roman historique, on a tendance à penser que globalement, il n'est pas porteur de véracité d'aucune sorte. Enfin, c'est un peu l'idée qu'on en a. Mais si, comme tu l'expliques, la littérature vise de plus en plus à utiliser les ressorts de l'histoire, en allant vers des sources, en allant vers des notes, si par ailleurs les historiens, en se défiant de la notion de sens, accordent davantage d'importance à la mise en scène, à ce qui serait de l'ordre finalement de la poétisation, de la transfiguration, est-ce que la convergence des deux vers tout ce qui aujourd'hui s'appelle autofiction, fiction biographique, biographie fictive, qui est devenu un champ immense, qui plaît beaucoup aux lecteurs, est-ce que finalement cette convergence n'est pas un peu nocive à l'histoire, parce que finalement vous allez souffrir des mêmes tares que nous les littéraires, c'est-à-dire que depuis toujours on pense effectivement que les littéraires, enfin que les auteurs du moins, racontent des histoires au sens où ils racontent des fables. Est-ce que finalement, en vous rapprochant des usages des littéraires, vous n'allez pas prêter le flanc à ce qu'on dise que dans les ouvrages historiques également, ce qui est dit n'est pas parole d'évangile? Et je dis ça notamment parce que dans la dérive qu'on a aujourd'hui, qui est le cinéma, par exemple avec des adaptations, avec des films historiques, on a vraiment en général des films historiques qui se moquent absolument complètement de la vérité historique. Hein. Si on creuse un petit peu, surtout dans les films historiques, vraiment tout y est faux, enfin, globalement. Et est-ce que donc cette convergence qu'on trouverait là entre la littérature et l'histoire, qui auparavant est quand même très distincte, est-ce que c'est pas quelque chose qui finalement pourrait nuire à l'histoire, en ce sens que ça mettrait en doute quand même sa vocation première à la véracité, donc un caractère scientifique qu'on a dénié justement précisément aux littéraires depuis toujours, aux auteurs. Alors, merci, je suis pas sûr, enfin, il y a une convergence, mais on n'est pas encore arrivé au point où il y a véritablement, enfin, il y a quelques bouquins, d'ailleurs, j'ai lu récemment, Kate Callum s'appelle Le chapeau de Monsieur Briggs, qui est un... Alors, Kate Callum, c'est une écrivaine et historienne, justement. Du coup, là, on ne sait plus, hein, parce qu'elle a un doctorat en histoire et elle est aussi écrivain. Et elle raconte l'histoire vraie du premier meurtre dans un train en Angleterre.
Et le meurtrier va être, y compris, poursuivi jusqu'aux États-Unis, récupéré, mais on n'est pas sûr au bout du compte que ce soit lui. Et tout cela est construit à partir de sources véritables, mais il n'y a aucune note dans ce bouquin. On ne voit apparaître aucune note. Sauf qu'à la fin, il y a un système de référence où, page par page, elle explique quels sont les documents sur lesquels elle a travaillé. Donc elle est arrivée à brouiller complètement finalement le produit qu'elle a réalisé. Est-ce que c'est le produit d'un romancier? Est-ce que c'est le produit d'un historien? Là, on ne sait plus. Mais c'est assez fascinant. Hein. Je dois avouer que c'est quand même assez fascinant et c'est bien construit. Maintenant, que l'historien, aujourd'hui, se mette en scène dans son travail, ça me paraît un bien, sans non plus tomber dans... finalement le travers fictionnel, mais qu'il se mette en scène, c'est-à-dire que l'écrivain qui est tellement, l'historien qui est tellement distancié qu'il parle d'une position qui est celle de Dieu finalement, dans laquelle il n'a jamais à se justifier pourquoi il dit et il amène tel document à tel moment, elle me paraît intenable. Donc qu'il se mette en scène, qu'il explique comment, à certains moments donnés, il arrive dans des impasses. Quand on lit Carlo Ginzburg et notamment son bouquin là, sur Menocchio, c'est uniquement ça. Il n'y a pas de plan dans ce livre. Il y a 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, il découvre un document qui raconte un procès qui a été fait à un meunier du Frioul au XVIe siècle. Et puis, il va commencer à poser des questions à ce document. Et il arrive dans des impasses. Quand il pose des questions, tiens, et si c'était ça? Et on le suit dans ces impasses. Et puis, point suivant, tac, ah bon, bah alors si c'est une impasse, passons à l'hypothèse suivante. Tac, et petit à petit, on avance. Et il aurait pu nous épargner tout ça. Il aurait pu directement écrire, hop, voilà comment il faut le lire. Sans même dire, voilà comment il faut le lire. Raconter, uniquement, point. Mais on perdrait, c'est-à-dire, c'est tout ce travail de construction qui a été le sien. Donc je pense qu'au contraire, le risque, je ne le vois pas trop à tomber dans la fiction, en dévoilant finalement ses propres techniques, ses propres ficelles. Nous avons des techniques, nous avons des ficelles, il faut les montrer, il faut montrer comment on fait pour avancer, pour dire que ça c'est une impasse, que ça au contraire c'est une question pertinente, etc. Mais évidemment il peut y avoir des critiques, mais il y en aura toujours. Mais je crois que l'historien a gagné, a aujourd'hui intérêt à se mettre en scène, pas non plus prendre le devant de la scène, mais à certains moments à prendre la parole lui-même pour faire part de ses doutes, faire part, enfin voilà, ne serait-ce que par exemple comment on tombe par hasard sur un document d'archives qui va bouleverser notre compréhension, etc. En faire part au cours du texte, ça me paraît important. C'est-à-dire que si on n'en fait pas part, on considère qu'il y a les archives et les sources, poum, qui sont là, que l'historien puiserait, et c'est pas vrai. C'est un dialogue constant entre l'écriture. L'écriture nous renvoie dans les archives. Je trouve que rendre compte de ces allers-retours, de ces interrogations, c'est aussi ne pas considérer le lecteur comme quelqu'un de relativement stupide, quoi. D'autres questions? Peut-être pour aller dans le même sens, pourquoi cette femme, parce qu'elle a écrit un roman, c'est écrit roman sur le livre. Pourquoi elle met à la fin ça, justement? J'ai trouvé ça étonnant. Moi, ça me plaît pas, ça par contre. Trouvé... Non, mais non, mais le problème de et oui, je sais bien. Ça se retrouve chez Schwab, ça se retrouve chez Borges. Après, alors voilà. Moi, ça me plaît pas, ça. Pourquoi elle a mis ça? On a l'impression de... C'est comme les films, tu sais, maintenant ils mettent des films, c'est fait, ont existé, où ces personnages...
Souvent, Qu'est-ce c'est pas vrai. que j'en ai à faire, moi? Laissez-moi m'emporter. Non, parce que là on est sur un nouveau Ouais. type, on est sur Et un ça, nouveau ça, type ça de me produit qui est à l'articulation. Ah Là, oui. c'est vraiment le produit de la convergence. Hein, je dis. C'est le seul que j'ai lu. Il doit peut-être y en avoir d'autres, hein, mais c'est assez troublant. D'après ce que tu m'as expliqué, si je comprends bien, c'est aussi l'impression que j'ai, peut-être que je me trompe. L'histoire est aussi venue sur le terrain de la littérature, parce que depuis longtemps, c'était les auteurs qui occupaient un peu le terrain du contre-pouvoir, j'ai envie de dire, hein, du contre-pouvoir. Et finalement, dans toute ta conception de l'histoire, que tu as très bien expliqué, enfin si j'ai bien compris, ta conception du travail d'historien, c'est quand même aussi une conception du contre-pouvoir. C'est-à-dire l'histoire d'en bas, bon, effectivement, ça correspond aussi à la micro-histoire de Ginsburg. Donc on ne va pas faire l'histoire des rois, mais on va faire l'histoire des populations, des immigrés, enfin, voilà. Alors, moi, je parlerai. J'avais l'impression, moi, que... Je ne parlerai pas de contre-pouvoir parce que je ne me positionne pas dans ce dialogue-là, mais oui, l'histoire des oubliés, l'histoire. Oui, il y a quelque chose là qui me. L'histoire des vaincus. Mais dans les vaincus, ce ne sont pas que les hommes, ce sont aussi les événements, les faits qui ont été passés, oubliés, passés sous silence. Et pour ça, eh bien, il faut changer de focale, c'est-à-dire de ne pas se mettre dans la position surplombante, il faut changer de position. Je crois que tu as cité tout à l'heure Pierre Michon. En fait, Ouais, le moment où on a le retour des biographies historiques, c'est le moment où il y a le livre de Michon qui sort, les 8 minuscules. Oui, les 8 minuscules. Tout à fait le même moment. Oui, voilà. C'est une réflexion me font penser à d'autres cadres d'analyse qui peuvent être ensuite exploités dans des perspectives fictionnelles. Et, je pense au journalisme. Voilà, donc ça m'évoque les travaux journalistiques de Saviano en Italie sur La mafia. sur la mafia à Naples. Bon, si on leur accorde le statut le droit d'intégrer le champ des sciences sociales. Et ensuite, c'est exploité dans une perspective très différente, point de vue du traitement, au cinéma, et, du texte écrit. Il disait à ce propos qu'on ne pouvait pas adapter son enquête parce que ça manquerait de punch. Donc il fallait des traitements spécifiques, traitements narratifs spécifiques. Un deuxième exemple me semble peut-être encore plus approprié. Il faudrait aller voir du côté des séminaires qui se tenaient à Nanterre sur cette série américaine que vous connaissez peut-être, The Wire, et qui a beaucoup fait parler d'elle, puisqu'elle évoque le monde, la vie à Baltimore, qui est issu du travail d'un auteur qui s'appelle Simon David, je crois, et donc qui était impliqué dans les diverses enquêtes journalistiques pendant assez longtemps et qui ont donné lieu à cette adaptation qui est fictionnelle, ou en grande partie, pour certains aspects. Mais c'est un procès qu'on fait peu aux journalistes, d'adapter leurs travaux, soit au cinéma ou ailleurs, et on semble faire plus aux chercheurs en sciences sociales. Que quand ils franchissent la frontière, il faut qu'ils fassent trop attention. Et la frontière est floue, hein. Je pense à cette série-là, les protagonistes. Ils ne pas aux journalistes parce qu'ils pensent déjà que les journalistes sont des menteurs. Il semblerait que pourtant ça tienne la route. Et la frontière est très floue. Les protagonistes de cette histoire-là, donc à Baltimore, dans la série et dans les enquêtes journalistiques, ce sont les mêmes. On peut voir les images d'un des acteurs, qui est une femme d'ailleurs, arrêtée par la police dans la vie réelle pour trafic divers. Bon. Ouais. Donc il me semble que le procès d'adaptation pour les chercheurs en sciences sociales... Oui, mais c'est un procès qui vient de la propre communauté, hein, donc... Et nous appartenons tous à chacun à une communauté, la communauté des historiens, la communauté des littéraires, la communauté des linguistes, enfin, etc. Et dans nos propres communautés scientifiques, il y a des règles, et y compris il y a des exclusions en disant ça c'est pas possible, ça ne relève pas de l'histoire. Donc
et c'est vrai que le journalisme n'a pas... Enfin, il y a évidemment une communauté de journalistes, mais après, l'adaptation n'est pas... Je pense qu'il n'y a pas d'excommunion là-dessus. Mais je ne connais pas cette série-là. Bon, on va peut-être s'arrêter là, si vous voulez bien. Alors, j'ai deux informations. D'abord, il y a une journée d'études le 14 février, qui est aussi le séminaire pour les étudiants de Master 2 en SHS. Donc, vous y êtes cordialement invités, bien sûr. Aussi, la prochaine séance de ce séminaire, donc Culture et Territoire, 19e, 21e, la prochaine séance, c'est Charlie Louz qui va nous parler. Alors, normalement, la date, c'est le 28 février, mais c'est à confirmer. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette question. En tout cas, je pense que là, Laurent nous a vraiment lancé beaucoup de pistes de réflexion. Et pour cela, je me permets de te remercier très chaleureusement.